Avec une amie, on rigolait. On se disait, bon, c'est quoi notre seuil de tolérance? Si on arrive à 2 azacotes par jour, 2 alertes par jour, on y va. Alors, on avait déjà les valises prêtes, des valises d'évacuation devant la porte. Et on se disait, bon, si on passe à 2 alertes par jour, on va à Natania. Et puis 2, 4, 6, 10, 12, 14. Et puis on reste. Mais bon, maintenant qu'on a vécu tout ça, on va pas partir. Heureuse de faire partie de ces villages du Nord qui résistent et qui ne vont pas céder à la tentation de se rapprocher du centre. Parce que c'est une tentation qui était présente. Je suis contente de faire partie des courageux qui restent aux frontières. Déborah Avefour, bonjour. Bonjour Cathy. Et merci d'avoir accepté de nous raconter ton parcours d'Alia à Nahariya. Qu'est-ce qui t'a pris de décider d'abord d'arriver à Nahariya, puis surtout en 2022 de faire ton Alia? L'élément déclencheur, ça a été le Covid. Donc en fait, j'ai toute ma famille en Israël. J'ai mes sœurs, j'ai ma mère, j'ai mon frère, mes neveux et nièces, on a une grande famille. Et j'ai été complètement coupée de la famille pendant 18 mois. 18 mois sans pouvoir voyager. 18 mois où j'ai manqué plein d'événements familiaux, des mariages, des naissances. Je me suis dit, plus jamais, je veux plus être dépendante des compagnies aériennes, des ouvertures des aéroports pour pouvoir voir ma famille. Et je veux plus de distance. Je veux être en Israël. Ne plus jamais subir ça. Ça a été très difficile. J'étais enceinte de mon dernier. J'ai accouché de mon dernier, un petit garçon. Et on a fait une Brit Mila en Zoom. Voilà, j'ai été seule tout le temps, pendant la grossesse, après l'accouchement. J'avais l'impression de vivre une vie parallèle et de pas être à la bonne place. On a décidé de faire l'Alia à ce moment-là. Quand on décide de faire l'Alia, qu'on est maman comme toi de 5 enfants aujourd'hui, ton mari avait une situation, il travaillait, je crois qu'il est médecin. Oui, il est pédiatre. Vous habitiez où à ce moment-là? On était à Strasbourg depuis 15 ans. J'étais professeur des écoles à Strasbourg, lui était pédiatre. On a décidé de partir à Nahariya parce qu'on a fait l'Alia de groupe. Donc notre décision de partir, c'était uniquement si on partait en groupe. On avait un accompagnement, surtout un accompagnement pour les enfants. Avec l'Alia de groupe, on nous proposait Nahariya. Ton mari qui était pédiatre installé, je crois qu'il travaillait très bien, il avait construit sa carrière là-bas. C'était dans sa tête de venir en Israël parce que toi, tu te sentais coupée, mais lui, peut-être pas. Non. Ça a pris un peu de temps, on va dire qu'il a mis 18 mois. Avant de faire le pas, parce qu'il voulait se préparer. Il n'était pas contre. Il m'a dit, c'est vrai, pour nos enfants, on va leur offrir un meilleur avenir en Israël, mais il devait se préparer et apprendre la langue surtout. Donc il a commencé l'Ulpan avant d'arriver en Israël. Il n'avait pas fait d'école juive, donc il parlait pas l'hébreu. Et il a démarré à zéro, à 40 ans. Comment vous avez concrètement mis votre processus d'Alia en place? Quelles rencontres vous avez faites? C'est Shalom Var, donc le directeur de l'Alia de groupe. Il avait organisé une année entière de préparation avant l'été 2022. On se rencontrait à Paris tous les mois avec les futures familles qui avaient choisi aussi Nahariya. Et donc on a commencé à créer un petit groupe WhatsApp et à se connaître, à apprendre à se fréquenter, de voir que c'est des familles qui nous ressemblent, parce qu'il y avait un programme aussi pour les médecins. Donc il y avait déjà depuis plusieurs années une Alia de groupe chaque été de familles de médecins francophones qui arrivaient à Nahariya. Des familles qui nous ressemblaient, des familles qui avaient des enfants de même âge que mes enfants. Donc ça m'a vraiment encouragée. Et de me dire, voilà, on ne sera pas seul, on va faire ça ensemble. Comment s'est passée l'arrivée? L'arrivée, magnifique. Hein. Je veux dire, c'était la première année, c'était la lune de miel. C'était déjà le soleil toute l'année, la mer, le salklita, tu te préoccupes pas pour la parnassa. Dans les premiers mois, tu vas à l'Ulpan, le vendredi, les enfants sont à l'école et nous, on brunchait entre copains. Donc, une première année vraiment très agréable. Une intégration facile à Nahariya, parce que c'est une petite ville, 70 000 habitants, mais c'est quand même une ville à taille humaine, où les gens sont chaleureux, accueillants, on trouve vite ses repères, on peut tout faire à pied. Donc, ça a été facile de passer des bons moments. Ça t'a pas fait peur au début de partir habiter à Nahariya dans une ville tout au nord d'Israël? Je crois que j'avais pas conscience de la proximité avec le Liban. Et puis pour moi, la guerre du Liban, ça date de 2006. Il n'y avait plus rien depuis 17 ans. Non, j'avais pas conscience vraiment du danger et que le Hezbollah était si proche de moi. Tu connaissais déjà la ville? Je connaissais la ville, je l'avais découverte il y a 20 ans quand j'étais professeur des écoles stagiaire. Donc j'étais partie avec André Neher, Institut André Neher de Paris. On avait fait un séminaire d'études à Nahariya pour observer les écoles du Nord, les écoles de Maalot, et on logeait à Nahariya et j'avais eu le coup de cœur pour cette ville. C'était resté dans un coin de ma tête, Nahariya c'est trop beau, si un jour on doit faire l'Alia, peut-être, pourquoi pas Nahariya. Donc je connaissais un petit peu. Il y avait aussi déjà des Français qui étaient là.
Nous, on était la 3e année du programme Anna-Aria, donc j'ai parlé aussi avec des familles qui étaient déjà installées. Avec le même profil que vous, le mari médecin? Même profil, souvent les 2 médecins. Très bon contact, très bon feeling, une communauté naissante. Donc il y avait déjà une communauté francophone, une synagogue qui avait été montée par les premiers Français arrivés. Et on a fait un voyage d'études sur place, ça me plaisait, tout allait bien. Alors 14 mois, on va dire, au beau fixe. Voilà. Au niveau du travail, ça se passait comment? J'ai eu de la chance, j'avais déjà un bon niveau d'hébreu. Donc j'ai pu me lancer dans des études rapidement et je me suis reconvertie professionnellement complètement. J'ai passé le diplôme d'agent immobilier du ministère de la Justice tout de suite, dès que je suis arrivée. On est arrivé en juillet 2022, 1er septembre, je suis partie en formation, fin octobre, j'avais mon diplôme. Pourquoi c'était l'occasion de changer de vie? Oui, l'Alia? On va dire, déjà, bon, j'avais 40 ans, la crise de la quarantaine, on a envie de changement. Et l'Alia, ça donne des ailes, vraiment, c'est un tremplin. On se dit, c'est l'occasion de jamais, si on veut redémarrer à zéro, une nouvelle vie, ben c'est maintenant. Et j'avais envie de changement. Et ton mari? Alors pour mon mari, c'était plus difficile, faut être honnête. Redémarrer à zéro, tout en étant le même, en étant médecin, en étant déjà diplômé et reconnu et expérimenté, de redémarrer au bas de l'échelle, ça a été compliqué. Il a dû faire un stage, c'était un stage d'observation à l'hôpital, il n'avait pas le droit de diagnostiquer ou de prescrire quoi que ce soit. Vraiment, il a été considéré comme un débutant, donc c'était difficile. Pendant combien de temps? 3 mois, le stage d'observation. Pas trop long? Pas trop long. Après, il a fallu faire un ulpan, faire ses preuves en hébreu, avoir un niveau minimum pour pouvoir être médecin et reconnu, il faut niveau guimel, donc c'était beaucoup de travail, l'apprentissage de la langue. Il a fait énormément de travail, je suis fière de lui, vraiment. Et puis finalement, il a pu intégrer une coupa, voilà. Donc il est médecin à la Meouchedet depuis plus d'1 an. Il travaille dans les Krayot. Les Krayot, c'est une zone entre Nahariya et Haïfa, Kiryat Yam, Kiryat Ata, Kiryat Motskin, ce qu'on appelle l'ensemble des Krayot. C'est à peu près à 3/4 d'heure de route de la maison. Et cette année, ben voilà, on a eu beaucoup d'alertes et prenait la voiture avec le risque de roquettes sur la tête à chaque trajet. Donc c'était compliqué. Alors, tu m'as dit 14 mois lune de miel. Et autant en guerre. Comment on fait quand on vient de Strasbourg, qu'on n'a jamais été confronté à ça, pour non seulement surmonter, affronter la situation et en plus décider de rester à Nahariya, ne pas partir? Je ne sais pas comment on fait. On s'est découvert des ressources cachées. Ce qui a vraiment aidé, c'est le fait qu'on soit en groupe. Comme je te dis, on a créé une communauté francophone à Nahariya. On est très unis, c'est comme une famille. J'ai mes sœurs à Jérusalem et j'ai mes sœurs de cœur à Nahariya. Vous habitez dans le même immeuble? On a habité le même immeuble, oui. On a fait l'allée ensemble, on a plusieurs familles dans le même immeuble, mais tout est à côté à Nahariya, donc on n'est pas loin. Et si on n'est pas dans le même immeuble, on est tout le temps sur le téléphone, sur le groupe, et puis voilà, presque on dormait ensemble. Quand on avait des alertes pendant la nuit, vous avez entendu le boom, vous avez entendu l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est quoi? Voilà, l'anecdote, c'est qu'on était devenus des expertes en boom. On entendait le bruit, on savait si c'était une interception. Ah non, ça c'est le boom d'un drone. Ah, ça c'est une chute. Ça vient de la mer. On arrivait à analyser les bruits qui nous entouraient. Et puis parce que même s'il n'y avait pas d'alerte, on avait des bruits en continu de bombardement incessants. Des explosions, des déflagrations. Voilà, c'est de repérer quels étaient les dangers. Est-ce que c'était les forces de Tzahal ou c'était les forces libanaises? Combien de temps il faut pour se mettre à l'abri à Nahariya? À Nahariya, officiellement, on a 15 secondes. Mais officieusement, c'est immédiat. On n'a pas le temps de se mettre à l'abri. C'est-à-dire que ça sonne, il faut être immédiatement dans un abri. Comment ça a impacté ton quotidien, la guerre? On va dire quand on était à la maison, moi j'ai la chance d'avoir un mamad, donc un merchav mugan dirati, un espace protégé à l'intérieur de ma maison. Donc là, on pouvait y être immédiatement. Donc quand on est à la maison, ça va, c'est gérable. Ça a impacté mon quotidien, je veux dire, même dans des petites décisions en fait. Je mets quoi comme chaussures aujourd'hui? Est-ce que je mets des talons ou des baskets? Si je dois courir, je vais pas être à l'aise en talons. Est-ce que je prends la voiture, je vais à pied? Si je suis en voiture, j'ai pas où me garer. Peut-être qu'à pied, j'ai plus de chances de rentrer dans un immeuble, m'abriter. Quand je rentre dans la salle de bain, est-ce que je prends une douche, je me lave les cheveux, j'ai le temps, le shampoing ou j'ai pas le temps? Parce que voilà, il faut sortir immédiatement dès que ça sonne. Donc des petites questions qu'on se posait au quotidien qui étaient très difficiles. Mais bon, j'ai des copines encore plus fortes que moi. J'ai des amis qui ont donné naissance en pleine guerre, dans les sous-sols de l'hôpital, sous les alertes, et qui allaitent leurs bébés, qui doivent les sortir, qui sont encore plus vulnérables, on va dire, que moi. Le fait d'avoir vécu ça en groupe, encore une fois, c'est ça qui nous a
donner des forces et des ailes. Tu aurais pu partir, tu as dit que tu avais de la famille à Jérusalem, tu as des connaissances, des amis, on aurait pu même te prêter un appartement, mais vous avez voulu rester. Alors, on a voulu rester pour les enfants. Déjà, les enfants ne voulaient pas partir. On leur a posé la question, vous voulez partir, mais vous ne voulez pas. Et puis se dire, les déraciner une deuxième fois, et tout ce qu'on a mis en place la première année pour qu'ils soient bien intégrés, pour créer des nouveaux repères, tout recommencer à zéro, on n'avait pas envie. On aime Naria, on aime ce cadre de vie. Je trouve que c'est un cadre de vie idéal qu'on offre à nos enfants. La guerre, c'est provisoire. Et puis on l'a vécu, là maintenant, on a vu qu'on est capable de la vivre, donc il n'y a plus de raison de partir. Non, on avait envie de rester, et puis on est le travail aussi qui nous oblige à rester. Une fois qu'on est installé et qu'on est intégré dans la société israélienne et qu'on travaille, on ne peut pas quitter son poste comme ça du jour au lendemain. C'était compliqué de gérer les enfants. Le plus dur, c'est quand les écoles ont fermé. On a eu 2 mois d'école à la maison en Zoom. Là, c'était compliqué parce que c'est pas comme le Covid, on a déjà vécu ça, on est devant l'écran, mais les enfants étaient plus ou moins concentrés, on va dire. Là, c'était en Zoom, mais en guerre. Donc parfois, je regardais les Zooms de mes enfants, la maîtresse qui habitait à Maalot, à quelques kilomètres, en plein milieu de la séance, « Désolé les enfants, ça sonne chez moi, je vais m'abriter, on se retrouve dans 10 minutes. » Donc elle partait 10 minutes, s'abritait. Elle revenait devant l'écran, ça sonnait chez nous. Ah bah, c'est les enfants qui partent maintenant, pendant que Lamora se retrouve seule devant l'écran. Et puis c'était stressant. Vous deux, vous étiez au travail ou vous étiez avec vos enfants à la maison? Alors moi, je suis agent immobilier à Naria, je suis aussi courtière en crédit immobilier. J'ai de la chance de pouvoir un peu gérer mes horaires. Je travaillais de la maison. Et c'était quand même très difficile, parce que je devais en même temps gérer les Zooms des enfants. J'ai un enfant au GAN qui n'avait pas de Zoom du tout, de 3 ans, qu'il fallait occuper aussi. Les adolescents qui ont déjà des épreuves de bac, là, qui sont en seconde. Il fallait s'assurer qu'ils ne perdaient pas en niveau, en mathématiques, en physique, qu'ils arrivaient à suivre. Donc de gérer 5 enfants de tous les âges, plus le travail, plus son propre stress et les alertes, ouais, c'était vraiment très difficile. Et le stress pour votre mari aussi. Le stress du mari. Ça, faut expliquer, parce que je ne sais pas si on se rend très bien compte quand on est loin, même quand on est dans une autre ville d'Israël qui est moins sujette aux attaques, aux bombes, aux alertes. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre sa voiture tous les jours pour aller au travail et de faire 1 heure de route? Je pense que personne ne se rend compte tant qu'on ne l'a pas vécu et expérimenté en fait. Mon mari partait au travail avec le risque d'être impacté par un tir de roquette ou de drone. C'est déjà arrivé où il a vu un drone au-dessus de sa tête qui s'est écrasé à quelques mètres devant lui. Pas le temps de sortir de la voiture, de s'abriter dans ces cas-là. Et c'était ce stress-là en permanence. Pas de Waze sur la route depuis plus d'1 an. Donc en fait, le téléphone ne sait pas où vous trouvez. Donc pour savoir s'il y avait une alerte dans la région proche, il met la radio tous les jours. Parce que la radio arrête son programme pour dire alerte à Kiryat Motskin, par exemple, alerte à Akko. Et selon le message de la radio, il essayait d'anticiper, savoir où sortir, où se garer pour se protéger, se mettre à l'abri. C'était vraiment difficile d'aller chercher les enfants. Moi, c'était ma plus grande crainte, c'était de prendre la voiture, récupérer les enfants quand il y avait encore l'école et que ça sonnait. Parce que il y avait quand même des trajets où j'étais avec mes enfants en voiture. Ça a sonné, ça vous est arrivé? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Donc j'avais mes 3 petits. Donc le dernier 3 ans dans le siège auto, plus un autre de 7 ans, ma fille de 9 ans. Ça a sonné, le temps de détacher le petit, le temps de trouver où s'abriter. Les enfants me disaient « Maman, il y a des missiles, on les voit !» Et puis on n'a pas trouvé de migonites, d'abri. Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas à tous les quelques mètres. Et on s'est mis sous le porche d'une maison et en attendant que ça passe, on a attendu les 10 minutes sous le porche de maison et en priant. Et c'était difficile, oui. Avec une amie, on rigolait. On se disait, bon, c'est quoi notre seuil de tolérance? Est-ce que si on arrive à 2 azakotes par jour, 2 alertes par jour, on y va. Alors, on avait déjà les valises prêtes, des valises d'évacuation devant la porte. Tous les jours, tout le temps? Tout le temps, prêtes. Prêtes, c'était les recommandations du Picot d'Aoref. Il nous avait dit, vos valises prêtes, si vous devez évacuer, que ce soit déjà prêt, avec vos passeports, un peu de vêtements, un peu de jeux pour les enfants, de livres, les papiers importants. Et on se disait, bon, si on passe à 2 alertes par jour, on va à Natania. Et puis 2, 4, 6, 10, 12, 14, et puis on reste. 14 alertes par jour, c'était max? Ouais, je pense qu'on a déjà eu 14 par jour. Je crois que la veille du cessez-le-feu, on a dû même dépasser ce record. Ouais, on a eu un feu d'artifice la veille du cessez-le-feu. C'était en continu. C'était un soulagement, ce cessez-le-feu? Il venait à point. Je pense qu'on était arrivé au bout.
Au bout de notre patience, les enfants avaient besoin de reprendre un rythme, de retourner à l'école, de voir un peu du monde. Et puis, ils sont quasiment pas sortis pendant plusieurs mois. C'est-à-dire être dans une ville comme ça, frontalière, sous alerte, ça veut dire ne pas pouvoir les emmener au parc. Chaque chose est compliquée en fait. On a déjà eu des alertes chez le dentiste, alertes chez le coiffeur pour aller se couper les cheveux. Et ben, on est obligé de vivre, mais en même temps, on vit des moments un peu Compliqué. Un peu compliqués. C'est moins qu'on puisse dire. Mais bon, maintenant qu'on a vécu tout ça, on va pas partir. On sent quand même que vous êtes heureuse de faire partie de ça, de cette résistance entre guillemets. Tout à fait. Heureuse de faire partie de ces villages du Nord qui résistent et qui ne vont pas céder à la tentation de se rapprocher du centre, parce que c'est une tentation qui était présente. Il y a certaines familles qui ont quitté Nahariya, il faut le dire aussi, mais de me dire non, on va leur céder encore du territoire, non, c'est à nous, on est chez nous, on reste chez nous. Si tout le monde quitte les villages de frontières, ben Israël se réduit en fait. Ça va être que le centre, Jérusalem, Tel Aviv et les environs. Donc non, je suis contente de faire partie des courageux qui restent aux frontières. C'est important pour vous. C'est une mission, c'est quoi? Je me sens en mission. Déjà, je me sens en mission par rapport à mon travail. C'est vraiment, je me sens en mission d'aider ceux qui veulent s'installer dans le Nord à s'installer, à trouver le bon produit, l'appartement de leurs rêves, les accompagner dans toutes les démarches, les accompagner jusqu'à l'obtention du crédit. J'ai envie de les aider. Et on a tous ce projet-là. On vient en Israël, on est plus tout à fait jeune, à 40 ans, on a envie de s'installer, on a envie d'avoir son appartement. Et je trouve que Nahariya, ça reste quand même une très très belle ville, bord de mer, avec des prix abordables, accessibles. Et j'aimerais rester là, aider les gens à s'installer ici. Ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en dehors de nos frontières, ont envie de nous rejoindre, de venir vivre ici, s'installer ici. Et c'est vrai que le coût des appartements est un frein certain. Est-ce que Nahariya reste un bon plan, comme on dit? Nahariya reste très accessible. Et surtout, il y a des bonnes opportunités à faire maintenant, parce qu'il y en a qui ont quitté Nahariya. Donc il y a des appartements qui sont même bradés. Donc c'est vraiment le moment d'investir et je suis sûre de l'avenir de Nahariya. C'est déjà la capitale du Nord. C'est la perle du Nord. Ça va se développer aujourd'hui. Il y a 70 000 habitants. Dans quelques années, il y en aura 100 000. Il y a une marina qui est en train de se construire. C'est sûr que ça va se développer. Il y a déjà des Israéliens qui ont beaucoup d'intérêt pour cette ville-là. Les prix des appartements sont accessibles et c'est sûr qu'ils vont continuer à augmenter. C'est-à-dire là, le danger va être derrière nous. Hezbollah, on leur a mis quand même une bonne raclée. Pendant les années à venir, là, Nahariya va encore prendre de la valeur. En 7 ans, ça a pris 100%. C'est-à-dire tu pouvais acheter un appartement 5 pièces à 1,6 million face à la mer, au centre-ville. Aujourd'hui, cet appartement, il vaut 3,2 millions. Et ça va continuer à grimper. Donc, c'est vraiment le moment pour se positionner. On a subi justement l'impact de la guerre. S'il y a des bonnes affaires à faire, et même en termes de crédit immobilier, on a des taux imbattables à Nahariya. Comme il y a eu beaucoup moins de dossiers cette année. Les banques ne sont pas rentrées dans leurs objectifs annuels. Donc, ils baissent leur prix, leur taux d'intérêt. Donc, j'arrive à obtenir, pour mes clients même qui achètent en dehors de Nahariya, ils viennent signer leur crédit à Nahariya à des taux imbattables. Aujourd'hui, comment ça va? Aujourd'hui, ça va mieux. On respire. On profite à nouveau de notre belle plage, du calme, moins d'avions, moins de bombardements. On va se réhabituer c'est vite réhabitué en fait à notre vie d'avant, sans alerte. Oui, je me projette encore de belles années à Nahariya. C'est quoi, je pose souvent cette question parce que c'est important de voir à quoi chacun se rattache. Le souvenir qui te fait chaud au cœur, voilà, dans ces jours où tu étais dans les Miklatim, c'était compliqué, tu te rattachais à ça peut-être. Je vais te dire mon plus beau souvenir de mon alia, c'était Simchat Torah. Mais Simchat Torah, la veille au soir, le 6 octobre. Le 6 octobre. On était dans la synagogue, donc montée par les Français, créée par les Français, Or Bracha. Et on avait passé une belle année d'intégration, de découverte, pour apprendre à se connaître les uns les autres. Et il y avait une simcha, une joie, ce Simchat Torah. Les enfants avec les bonbons, les hommes qui dansaient. Et ça dansait aussi du côté des femmes. Et j'avais jamais assisté à ça, un Simchat Torah où chez les femmes aussi on danse. Avec une joie, un amour, un partage. Et je me suis dit, je suis enfin à ma place, j'ai trouvé ma communauté, j'ai trouvé l'endroit où je veux m'installer à long terme. Et
je me rattache à ce souvenir qui a été balayé le lendemain matin par mon voisin qui est venu m'annoncer « c'est la guerre, ne sortez pas, vous n'allez pas à la synagogue ». Et je me dis, je veux revenir à cet état d'insouciance et de joie véritable et profonde. Je me rattache à ce souvenir-là et j'espère qu'on pourra vraiment prochainement, avec le retour des Khatoufim, si Dieu veut, pouvoir vivre des fêtes avec une joie complète. Si je te dis en quelques mots, résume-moi, voilà, ces mois que tu viens de passer ici, ton changement de vie. C'est des mois de découverte de ses propres limites. C'est vraiment des moments qui m'ont permis de savoir que j'avais des ressources en moi. Donc, je suis une peureuse de nature. Je suis une peureuse de nature, vraiment. Je suis restée à Nahariya avec 14 alertes par jour, des drones au-dessus de ma tête, des roquettes, des tirs de missiles, des bombardements, Hezbollah qui peut venir à ma porte. Je me dis, je suis pleine de ressources et je suis prête pour affronter la suite. Une fois qu'on a vécu ça, on peut tout affronter, je pense. Et t'es une meilleure personne, t'es la personne que tu avais envie de devenir. Je sais pas si je suis une meilleure personne. On va dire que je suis fière de ce qu'on est devenu. Voilà. On peut toujours faire mieux. Mais quand même. Moi, je suis fière de mes enfants. Ils sont pas baissés de niveau à l'école et ils arrivent à avoir des bonnes notes encore et à être concentrés et à vivre sans séquelles. Et quand je leur demande est-ce que vous voulez partir, ils veulent pas partir. Est-ce que vous voulez rentrer en France? Vous avez la nostalgie de Strasbourg, ils ne veulent pas rentrer en France. Je me dis ça, c'est bon, on a réussi quelque chose. Ils sont heureux. Et malgré tout, je leur offre vraiment une belle vie en Israël. C'est sans regret.